Binge Audio. L'un des bonheurs de ce podcast, c'est de partager avec vous mes rencontres de femmes formidables, inspirantes, qui nous parlent d'elles, de nous, de ce que nous traversons au même moment. Je ne connais pas personnellement Maïtena Birabin, même si je l'ai croisée de loin sur les plateaux. Elle m'a toujours un peu impressionnée, il faut bien le dire. Déjà, elle est grande, carrée, et elle dégage un truc puissant, un peu rebelle. J'ai eu envie de l'inviter au moment où elle sort son livre « La femme invisible » chez Grasset et son média féminin « Mesdames ». Parce qu'il est essentiel que nous nous emparions, nous, des sujets qui nous concernent quand la télévision et les médias nous représentent si mal. Il n'y a qu'à regarder les magazines féminins. Est-ce qu'ils sont là pour nous accompagner ou nous coller encore plus la pression quand ils nous disent de bien vieillir ? On se le demande. Et la télé alors ? Est-ce qu'elle montre des femmes de 50 ans sorties du registre de la matrone et de la daronne ? Dans un quotidien, Maïtena l'a dit récemment, la télé, j'en ai fait le tour. C'est surtout qu'elle préfère la faire, elle, pour nous. Salut Maïtena. Bonjour, merci de m'accueillir. Moi je suis très contente de te recevoir dans Chaud Dedans. Petite bio rapide. Tu as présenté sur France 5 les maternelles, puis sur Canal, entre autres choses, la matinale, puis le grand journal. Tu t'étais absentée de nos petits écrans, c'était pour la bonne cause, puisque tu étais en train de préparer le lancement d'un média féminin et une boîte de prod, Mesdames Productions. Alors, j'ai ma petite idée de pourquoi tu as fait ce média avec une autre productrice, Alexandra Cruc. Parce que quand même, à part quelques têtes d'affiche, il y a assez peu de femmes de notre âge à la télé. C'est ça, la femme invisible dont tu parles ? C'est pas la télé qui m'a motivée du tout, c'est l'ensemble de la société. On a une société qui n'aime pas le vieillissement et qui passe à côté de choses absolument folles, qui a un faux récit, alors qui n'aime pas en général les gens qui vieillissent, qui les passent sous silence et qui les relèguent. Ça, c'est pour tout le monde. Et à propos des femmes, dans une tranche d'âge qui va de 45 à 65, il y a une tranche d'âge active, il y a un non-récit de ce qu'on est. Enfin, on dit n'importe quoi sur nous, en fait. Il se trouve que j'ai 56 ans et je vois comment on parle de cette tranche d'âge-là. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Ça va pas. Moi, je peux pas continuer. J'accepte pas, en fait, qu'on me parle aussi mal. J'en ai marre qu'on me parle aussi mal, qu'on raconte n'importe quoi sur moi depuis 10 ans, et dans les 10 années qui vont venir, ça va pas s'arranger, et encore après, ça sera encore plus dingue. Et qu'est-ce qui te gêne ? Qu'est-ce qui te gêne précisément ? Ce qui me gêne, c'est que ce qu'on raconte n'est pas vrai, tout simplement, et qu'on me réduit encore et toujours. J'ai l'habitude d'être réduite, puisque je suis une fille, donc j'ai été assignée dès la naissance, puisque je suis la promesse de l'enfantement. Et au moment où je ne peux plus enfanter, on me réduit encore et on m'assigne toujours. Mais quand est-ce qu'on va me parler correctement, en fait ? Quand est-ce qu'on va considérer que je suis quelqu'un avec un cerveau, une expérience, des avis, des envies, une pensée, douée pour l'économie, la politique, la science, la poésie, la littérature, la culture ? Quand est-ce qu'on va arrêter de parler uniquement à mon utérus et à mes ovaires ? Donc c'est au moment où tu as perdu ta fertilité que, comme beaucoup d'entre nous, tu t'es dit le regard que la société me renvoie, ça va pas du tout. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir perdu rien du tout, ni ma fertilité, ni autre chose. Je suis passée à autre chose. Je n'ai rien perdu. J'ai gagné beaucoup de liberté puisque maintenant je peux avoir des rapports sexuels sans me protéger, déjà, ça pour commencer. Ça c'est sympa, ouais. Bah oui, c'est quand même vachement bien. Et ensuite, je n'ai rien perdu. Dire ça. À chaque fois que j'entends ça, moi je pense à toutes ces femmes qui ne sont pas fertiles, qui sont stériles, et à qui on dénie le droit d'être une femme parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire. Mais en fait, une femme n'est pas la promesse d'avoir des enfants. Oui, une femme est la promesse d'avoir des enfants, mais on ne peut pas réduire une femme à ça. On est bien d'autre chose. Alors, on va revenir, Maïtena, sur quand toi, tu as traversé la périménopause, la ménopause, comment ça s'est passé. Juste pour parler de ton média, alors, je l'ai regardé, il y a une infinie variété de sujets. Ça va de l'argent, de la cuisine, au cul également. Il y a tes grands entretiens, par exemple, avec Elsa Wolinski, que j'aime beaucoup. Coucou Elsa. Et alors, j'ai adoré, parce qu'il y a des archives aussi, l'Archivina que vous avez sorti en partenariat avec Madeleine, oui. Ouais, que vous avez sorti sur la première émission à la télévision française sur la ménopause. C'était en 73. On écoute ? Il y a quand même quelque chose de symptomatique et d'éloquent en même temps que dans cette défaillance, cette défection, ce silence volontaire de nos téléspectatrices. Pourquoi aujourd'hui ? Comment peut-on tenter d'expliquer qu'aujourd'hui, les femmes qui sont directement concernées, qui ont des questions à poser, qui nous ont posées, n'ont pas voulu venir les exprimer elles-mêmes ? Quelle est l'explication de ce tabou ? Écoutez, je trouve ça tout à fait regrettable.
est dommage parce qu'elles agissent en fait un peu comme des adolescentes qui posent des questions par téléphone mais qui ne viennent pas consulter. Elles écrivent, mais elles n'osent pas venir. C'est comme si la ménopause leur faisait un petit peu peur. Alors qu'il s'agit en réalité que d'une étape dont certaines ne s'aperçoivent même pas. Donc c'est quand même incroyable la façon dont on parle aux femmes dans cet extrait. En fait, c'est ce qui est... Oui, et en même temps, c'est fou que les femmes n'osent pas venir. Elles adressent énormément de courriers. C'est elles qui ont demandé l'émission sur la ménopause, et à juste titre, enfin, elles avaient besoin d'informations. Mais on est dans une époque où elles ne peuvent pas s'afficher à la télévision pour dire je suis ménopausée ou je vais être ménopausée et de quelles questions on parle. C'est un tel tabou. On est tellement dans le domaine de l'intime que ça n'est pas permis, possible, c'est mal élevé, c'est impudique. Et force est de constater que jusqu'à il y a 5, 6, 7 ans, c'était toujours comme ça. Ouais. C'était la même chose. T'as raison, il n'y a pas qu'en 73, hein, parce que récemment, on a vu sur un plateau des hommes, uniquement des hommes, parler de la ménopause des femmes en 2024. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Ça, c'est un problème de télévision qui a beaucoup de mal à s'imaginer que les femmes, une fois de plus, ont un cerveau et une culture et on peut les inviter pour autre chose que pour leurs ovaires. Mais moi, je me souviens très bien de la première fois que j'en ai entendu parler, véritablement, c'était Meryl Streep, il y a 15 ans. Incroyable. Il y avait, je sais pas si tu te souviens, il y avait ce journaliste qui faisait des masterclass, James Lipton, et il recevait des grands acteurs comme ça face à des élèves de l'acteur studio, je crois. Et je me souviens très bien de Meryl Streep qui disait oh là là, mais moi, dernièrement, c'est devenu compliqué parce qu'avec la ménopause, j'ai plus de mémoire. Silence. Ouais. Oh là là, elle avait brisé un tabou. Elle l'avait fait vraiment, tu vois. Tu voyais bien qu'il est un peu compliqué pour James Lipton de rebondir. Elle avait dit le mot, quoi. De quoi elle parle. Et dans l'assistance aussi, tu voyais bien qu'il y avait quelque chose qui avait été transgressé, qui était assez extraordinaire. Et donc, il faut qu'on se réapproprie, selon toi aussi, le discours sur nos corps, sur la santé féminine, qu'on arrête de penser que... Pourquoi devrait-on laisser quoi que ce soit de nous aux autres ? Les garçons n'attendent pas que notre récit sur eux pour exister. On est 9 millions en France. 9 millions de femmes à qui on ne s'adresse jamais, dans aucun champ. On ne s'adresse pas économiquement, on ne s'adresse pas politiquement. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai peut-être tort, mais j'ai cherché des politiques publiques qui s'adressent aux femmes après la ménopause. Très peu. Non, pas très peu, je n'en ai pas trouvé. La dernière fois qu'on a parlé de nous, c'était par incidence et ça ne nous était pas adressé. C'était au moment de la réforme des retraites pour dire qu'on était perdantes. Ouais. Voilà. Donc je n'ai trouvé aucune politique publique qui s'adresse à nous. J'ai posé la question à Roselyne Bachelot, qui m'a dit je trouve pas. J'ai été poser la question à Aurore Berger. Elle m'a dit oui, on a un petit problème. Alors il y a quand même un problème aussi sur la recherche aussi. Enfin, ça va te perdre. Un problème la recherche sur la santé des femmes entre 45 et 65. On disparaît. On disparaît. C'est bien simple. On tombe dans un puits sans fond qui est un long tunnel de silence qui nous amène jusqu'à la mort. On disparaît. Mais justement, ça, c'est le récit de la société. Mais en fait, on ne disparaît pas du tout. On travaille, on est active, on a du temps. Parce que nos enfants commencent à partir ou sont autonomes. C'est l'âge auquel on est en moyenne payé le mieux. On a gagné moins d'argent après, on en gagnera moins avant, et on en gagnera moins après. On a du temps, de l'argent, toutes nos capacités physiques. C'est un moment d'immense liberté. Moi, je ne suis plus jeune et je ne réclame pas la jeunesse, mais je ne suis pas encore vieille. Et il y a un âge d'entre-deux qui est le nôtre, qui n'est pas descendu dans le récit de la société. Quand même, j'insiste sur le milieu de la télé parce que Dieu sait que c'est un milieu qui peut ne pas être tendre pour les femmes. Est-ce que toi, tu dirais que tu as fait face à l'agisme ou alors le sexisme? Ça m'a inquiétée. Moi, je trouve que la télévision est un lieu où, si tu veux avoir une carrière et que tu es une femme, la télé est un bon endroit quand même, parce que la télé, elle est avide de femmes. Elle en a besoin, elle en a envie. Il y a des tas de femmes qui font carrière. Alors après, moi je me suis toujours dit, je me le suis dit, donc je ne vais pas faire comme si je ne me l'étais pas dit. À partir autour de 40 ans, je me suis dit, il faut que je m'achète un cerveau, parce que sinon je ne vais pas durer. Les animatrices sont jolies, les journalistes sont intelligentes. Bon, ce qui est complètement con. Ouais, c'est con.
mais c'est comme ça. C'est perçu et raconté comme ça. Et donc, moi, je me percevais, alors que je présentais... Ah non, je la présentais pas à la matinale, mais je faisais des émissions qui étaient tout à fait intéressantes, etc. Enfin, quand je fais les maternelles, je sais pas si je suis animatrice ou journaliste, mais enfin, je fais un travail d'utilité publique, en tout cas, moi, j'en ai le sentiment. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je m'achète un cerveau, il faut que je me mette sur l'actu pour pouvoir durer. Ça, c'est un raisonnement que j'ai fait, véritablement. Donc là, je suis allée faire la matinale de Canal+, donc de l'actu pure et dure, puisque c'est du hard news, en quotidienne. Et là, on peut s'acheter... Les journalistes politiques, à cette époque-là, duraient. Aujourd'hui, honnêtement, il y a des animatrices de 50 ans passés qui sont en place, et ça, c'est super. Ouais. C'était pas le cas à mon époque. Et alors, il y avait un chroniqueur qui disait récemment, en fait, l'âge pour les hommes, ça leur donne la crédibilité, puis l'âge pour les femmes, à la télé, c'est plutôt direction le chômage, quoi. Oui, c'est BBC qui est une femme extrêmement capable qui a été licenciée parce qu'elle a décidé d'arrêter de se teindre les cheveux. Là, il y a 4 mois, 5 mois, un homme de 50 ans. Le récit d'un homme de 50 ans, c'est le récit d'un homme plus sexy qu'avant, plus beau qu'avant, plus fort qu'avant. Il est augmenté de tout ce qu'il a traversé, compris, grandi, expérimenté. Une femme de 50 ans, c'est la fin de tout ce qu'elle a été. Voilà. Bon, parce que c'est la fin de la jeunesse. Mais enfin, dans les ou de la beauté. Ouais. Mais moi, je peux pas être juste belle au monde, en fait. C'est pas possible. J'ai jamais été que ça. Et ce récit-là, il est d'une violence. Enfin, c'est inacceptable, en fait. J'ai jamais entendu dire à un homme qu'il était moins important dans la société parce qu'il avait des problèmes d'érection. C'est vrai. En fait, non, ça va pas être possible avec moi, en tout cas. Et alors, je disais tout à l'heure, tu as été propulsée à la tête du Grand Journal en 2015. Bon, ça s'est très mal passé avec l'actionnaire Vincent Bolloré. Ça t'a dégoûté de la télé, ça ? Non. Ça a été une année qui m'a blessée. Je ne sais pas d'ailleurs exactement tout à fait encore ce qu'elle a abîmé. Je sais que j'ai la grande tristesse que le Canal que j'ai connu n'existe plus, mais il réexistera d'une manière ou d'une autre. Canal est une marque extraordinaire, donc voilà, il y a eu des canals avant moi, il y a eu mon canal, et il y aura un canal après, voilà. Mais le mien, c'était chez moi. Et je l'aimais, c'était chez moi, chez nous, chez plein de gens. Et tous ceux qui le regardaient, tous ceux qui le faisaient, et ça, c'est une immense tristesse. Après, le reste, ça a été une année très difficile, parce que la télévision, c'est formidable, et je comprends très bien les gens qui ne connaissent pas ce milieu. On se dit que c'est plein de paillettes, etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail, et c'est extraordinairement difficile. Donc, quand c'est pas quelque chose qui vous ressemble, c'est atroce, en fait. Donc... voilà, ça, moi j'ai détesté cette année-là, mais j'ai fait mon travail et je l'ai plutôt bien fait. Maintenant, quand je suis sortie de là, je pensais pas du tout arrêter. J'ai eu des propositions, j'ai choisi de ne pas y répondre. La télé à laquelle j'appartiens est un monde qui n'existe plus. Quand vous faites le supplément, une émission riche de 3, 4, 5 sujets de 9 à 11 minutes qui voyagent dans le monde entier, qui suivent les gens qui font l'époque, avec... ça n'existe plus. En fait, moi, ma télé à moi, elle n'existe plus. Non pas que la télé d'aujourd'hui ne soit pas bien, mais ça n'est pas la mienne. Il y a moins de moyens. Il y a beaucoup moins d'innovation et de créativité parce qu'on peut. Et d'audace. Il y a tellement de chaînes que les directeurs de chaînes ne peuvent pas prendre le risque sur une soirée. C'est dramatique. Les enjeux financiers sont énormes. Donc c'est plus tellement. Enfin, en tout cas, pas du tout autant que quand moi j'y étais, un endroit de créativité où on essaye, on rêve, on s'amuse, on fait grandir des gens. Voilà, c'est plus du tout ça. Donc, moi j'ai fait ça 30 ans, c'était super, merci. Ça n'a jamais été ma vie en fait. Moi j'ai toujours eu une vie à côté et j'ai adoré ce que j'ai fait, c'était formidable, mais je fais plein d'autres choses en fait. Et tu dis quand même dans ton livre La femme invisible, si j'avais été un homme, on aurait dit que j'étais professionnelle. Oui, c'est vrai. Mais le mot choisi pour moi était ingérable. Oui. Donc en fait, quand on a un fort tempérament, quand on est une femme, on est ingérable. Quand on a un tempérament tout court, j'ai pas un fort tempérament. Alors si, j'ai un fort tempérament, je crois pas quand même. Mais j'ai un fort tempérament pas contre. Moi, je suis un très bon petit soldat, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Je suis ni rebelle, ni indocile, ni hystérique. Je suis pas hystérique. Non, mais ce mot-là, déjà... Ouais, déjà, ce mot-là, on est bien d'accord. Donc, en fait, c'est juste que je n'accepte pas... Moi, j'aime comprendre, en fait. Voilà.
Et j'ai pas besoin qu'on me dise où aller. J'ai des pieds, je sais comment ils marchent. On se met d'accord et on fait quelque chose ensemble. Mais si tu considères que tu m'agites comme une marionnette, tu t'es trompé de personne. C'est ça, parce que tu racontes aussi qu'un rédac chef se targuait de te faire bouger avec des fils comme une marionnette. Mais devant l'équipe, en conférence de rédaction, violent. Il me regardait, il mettait sa main comme s'il tenait des fils, il me disait « Mais t'es ma marionnette, je fais ce que je veux ». Bon, c'est pas passé, hein. Je l'ai pas très bien pris. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Mais les hommes, parfois, croient vraiment que... Ils doivent le croire. Vraiment, ils doivent le croire. Qu'on a besoin d'eux pour savoir quoi faire. On a envie de vous, éventuellement, mais besoin de vous, non. Je vais te faire une confidence, parce que parfois, la difficulté peut venir aussi d'une femme. Quelques années après que tu sois partie, j'ai candidaté pour présenter les maternelles. Ouais. Et que tu avais créé, donc. Je venais d'avoir 40 ans, je venais d'avoir ma fille, et une femme en charge des programmes m'a dit que j'étais trop vieille pour la présenter. Ça m'a tuée, mais tuée. Parce que j'étais jeune maman. C'était fou, cette réaction ultra misogyne de la part d'une femme. C'était fou. Les femmes ne sont pas très sorores, en tout cas pas dans notre génération. C'est vrai. Je pense qu'en dessous, ça l'est un peu plus. Je pense que c'est la même conseillère des programmes qui ne comprenait pas pourquoi je demandais d'avoir le même salaire qu'un garçon sur cette chaîne. On échangera son nom et je l'embrasse pas. Moi non plus. Non, c'est très blessant. Ouais. C'est très très blessant. Il n'y a pas de sororité, c'est vrai. Cette époque-là, c'est parce qu'il fallait absolument qu'on prouve qu'on était comme les mecs, peut-être. Je pense que les places, elles étaient tellement dures à avoir. Dans notre... on n'a pas tout à fait la même génération. Hein. Je suis un petit peu au-dessus de toi. Moi, j'ai 56. Hein. Ouais, moi, j'ai 51. Ouais, mais Tu trouves que ça change les 5 ans ? Ouais, un petit peu, ouais, je crois un petit peu. Je pense que les places étaient tellement difficiles à avoir et dans la génération qui est au-dessus de nous, Michel Barnier, Michel Barzac, etc., toutes ces femmes de télé, Arlette Chabot, qui ont tellement compté, Christine O'Krent, etc., c'était tellement difficile pour elles que quand elles étaient en place, je dis pas elles nommément, hein, mais cette génération-là, elles n'étaient pas dans l'urgence de faire la courte échelle à celle du dessous, quoi. Ça avait été tellement dur. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un truc qui a été très très dur, où il fallait un peu se comporter comme un homme. Mm-hmm. Et tu penses que la misogynie est moins forte maintenant qu'il y a eu MeToo, que l'Arcom, donc ex-CSA, fait attention à ce qu'il y ait de la parité ? Je pense qu'on a tous... C'est très difficile de défaire, moi, je trouve. Par exemple, le MeToo, moi, je suis d'une génération que les filles de MeToo ont pu m'embarrasser, j'ai pu avoir honte vis-à-vis d'elle, qui est un sale sentiment, en me disant ouais mais toi t'as accepté des trucs qu'elle refuse. Et d'ailleurs c'était parfois un peu reproché. Je me souviens de la tribune sur le droit d'être importuné dans le métro, à laquelle Laïla Slimani a clôturé le truc de manière extraordinaire. Mais moi j'avais compris celle qui il y avait une pétition que Deneuve avait signée, etc. Et j'avais compris ce truc-là de dire attendez, mais la séduction et tout ça, il faut que les lourdeaux, c'est pas des illégaux. Tu adhérais au truc? Ben, je le comprenais en tout cas, ouais. Je le comprenais. Et en fait, ce que je sais moi aujourd'hui, c'est que MeToo est... il y a le monde avant, il y a le monde après. Ouais, clairement. Que le monde, il est mieux après qu'avant. Moi, j'ai grandi et j'ai été prévenue, on m'a élevée à éviter le prédateur, à faire attention, à jouer avec ces codes-là, voilà, il y a des choses qu'on m'a apprises, et on m'a dit méfie-toi, attention, pas ceci, pas cela. J'ai fait dans ce monde-là avec ces codes-là. C'est mieux si on n'a pas à faire dans ce monde-là avec ces codes-là. Mais si les filles de cette génération peuvent dire aussi clairement, c'est parce que nous, on a tenu. Et ça peut pas être les femmes contre les femmes. Ça, c'est pas possible. Mais quand tu dis j'ai accepté des trucs... oui, j'ai accepté des trucs, j'ai joué avec les codes, j'ai fait le paternalisme, j'en ai joué, mais alors, moi j'ai fait la gentille fille avec mes patrons. Oh là là, mais tu peux même pas savoir, hein, mais en le sachant parfaitement. J'ai été dans des codes qui aujourd'hui ne passeraient pas, oui, mais en ayant toujours conscience que c'était pas acceptable. Hein. Moi, j'ai toujours eu conscience de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'était pas. Et une blague lourde, pour moi, a toujours été une blague lourde. Hein. Et un délit a toujours été un délit. Et alors, tu as fait une émission politique, le supplément politique. Alors là aussi, hein, c'est un milieu où la misogynie, c'est quand même une affaire courante. Est-ce que tu as été confrontée quand tu
quand tu Alors, présentes cette émission. j'ai un souvenir que je partage avec Caroline Roux à la matinale. Caroline faisait des interviews politiques et généralement, quand elle faisait ces interviews politiques, il y avait donc moi autour de la table, elle en face de son invité et l'invité à côté de Gilles Delafont qui faisait la politique étrangère ou Léon Mercadet. Et voilà. Et parfois, Caro posait des questions et l'invité politique répondait à un mec autour de la table. Jusqu'au jour où j'ai fait « Excusez-moi, c'est la dame blonde avec les cheveux frisés qui vous a posé la question. » C'était dingue. Mais c'était fou, quoi. Ouais. Les types, ils ont... Mais je fréquente beaucoup les ministères et à chaque fois que je vais à Bercy, c'est bien simple, il y a les photos des ministres partout, tout le temps, c'est quand même... c'est très saisissant, quoi. C'est uniquement masculin, c'est très saisissant. Sauf à l'Éducation nationale où il y a 2-3 femmes et évidemment au ministère des Femmes où il y a que des femmes. Alors moi sur les télés, il y avait un éminent homme politique qui était venu s'asseoir à mon plateau et qui m'avait dit « Où est le journaliste ?» Ça, c'est extraordinaire quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que j'étais jeune, j'étais jolie. Et je pense que le type, il était à milieu de se dire, cette fille-là, cette trentenaire, c'est une journaliste crédible. Voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on a beaucoup parlé de télé, mais il y a autre chose aussi. Si on regarde les magazines féminins, ça bouge très très lentement. Tu en parles dans ton livre, il y a quelques exceptions, en gros une fois par an, d'une femme mûre sur la couverture. Ah, je déteste cette expression. Ah, mûre, tu aimes pas ? Je suis pas une pêche vieille. Ou une poire ou je suis pas, tu vois, mûre, mature. Non, non, je suis ni mûre, ni blette, ni poire, ni je sais pas quoi. Non, mais c'est quoi ces trucs ? Je suis pas inconsommable en fait. J'aime bien. Il faudrait inventer un autre mot alors. Qui vieillit. Moi, j'ai pas de problème avec qui vieillit. Je vieillis, oui, bon, qui n'est plus jeune, si vous voulez, mais mûr ou mature, non, ça va pas le faire. Ça me dérange pas trop, mais bon. Bon, enfin bref, donc on voit des femmes d'un certain âge qui font la couve, mais alors c'est plutôt pour parler de nos make-up ou alors de. Non, il y a des femmes qui sont mais elles sont toujours très belles et toujours très. Là, il y a des femmes. Je crois qu'il y a Elle Macpherson qui a, je sais pas, il y a Jennifer Aniston. Mais alors, elles sont toujours très minces et très refaites quand même. Elles sont parfaites, en fait. C'est pas ça, Alors, on peut être parfaite à ces âges-là, et c'est super, mais on peut aussi avoir du ventre et la fesse plate. La représentation du corps tel qu'il peut aussi être, en dehors de cette perfection, de sportive, musclée, etc., n'existe pas. Mais c'est un truc de dingo. Et alors, tu as vu les femmes qui montent leurs fesses, là, aujourd'hui, qui ont plus de 50, on dit, oh là là, mais quelle bravoure, quel courage, c'est incroyable. T'as pas vu Flavie Flamand qui a montré ses fesses sur Insta ? Oui, mais oui. Tout le monde l'a invité pour dire, mais comment ? Mais alors, vous avez montré vos fesses sur Insta. On en est quand même encore là. Ouais. Mais bon, on peut espérer que ça change un petit peu. Quand je parle d'agisme, on me rétorque souvent que ça ne touche pas que les femmes. D'ailleurs, on me dit, mais les hommes aussi, etc. Non, mais les femmes en plein. C'est-à-dire que l'agisme, ça touche tout le monde. Ouais. On a un problème avec l'agisme. Mais la femme, pire. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé un écho à ça dans ton livre quand tu parles des injonctions qui nous sont faites. Tu dis comment rester fraîche, comment défroisser la peau, effacer les taches, rajeunir le regard. J'y verrai du jeunisme quand les mêmes injonctions seront faites aux hommes. Pour l'heure, elles nous sont réservées et nous devons continuer d'être jeunes et belles. Oui, absolument. Comme si c'était la seule préoccupation que nous ayons. Et j'ajoute, je suis très étonnée, par exemple. C'est vrai que la presse féminine sur laquelle on peut se dire... Après, c'est un modèle économique que je comprends très bien. Mais franchement, on a beaucoup plus d'urgence à s'occuper de nos articulations qui vont garantir notre autonomie qu'à se préoccuper de la fraîcheur de notre peau. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de choisir. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne nous parle que de « ayez l'air le moins possible vieille ». C'est fou quand même, et c'est quand même incroyable. Et on occulte l'aspect santé finalement. Alors, on en parle un peu, mais... De toute façon, c'est quand on nous parle, quand on nous parle, c'est pour nous dire restez jeune et soyez belle. Je dis pas que le corps doit être en friche et qu'on s'en fiche. Je dis juste que chacune doit faire comme elle veut et que pour avoir ce libre arbitre, il faut de l'information. Si on me dit juste que si t'as du ventre, rentre chez toi parce que t'es moche, non en fait. Mais toi, tu as vécu ça de manière douloureuse, la ménopause aussi ? Alors, non, pour moi, la ménopause, ça a d'abord été... Moi, j'ai eu mon dernier enfant, j'avais 40 ans, et après 40 ans, je savais bien que je voulais plus d'enfants. Et comme moi, j'avais des règles très douloureuses, j'attendais ça avec impatience, j'ai envie de te dire. Moi, ça a été enfin. Ouais, moi, je trépignais, quoi. Ouais. Moi, enfin, c'est fini, quoi.
Moi, les règles tous les mois, c'était vraiment, vraiment pénible. Vraiment, vraiment pénible. Et après, derrière, tu t'es pas pris le Et double effet qui se coule Oui, des désagréments, etc. Oui, j'ai eu les baisses de morale. Oui, j'ai eu la prise de poids contre laquelle tu peux rien faire. Même si tu manges pas, tu continues de grossir. Oui, j'ai une espèce de truc gélatineux là sous les seins, trop chelou quoi. Qui part, qui vient, qui part, qui vient. Oui, mon corps a changé de forme. Mais c'était pareil à 20 ans, les filles. C'était pareil tous les mois. C'était pareil à 30. Alors, on change de forme de corps. Ça, c'est vrai. On se transforme en amphore. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai eu 2 enfants. À partir du moment où tu as des enfants, où tu portes des enfants, de toute façon, ton bassin qui s'élargit et tu commences à aller vers cette forme-là. Alors après, c'est vrai que tu peux avoir... tu as la fameuse bouée qui efface la taille. Mais si c'est très problématique pour toi, tu peux faire du sport et des exercices qui te font récupérer ta taille. C'est possible. Je dis juste, oui, c'est inéluctable. Oui, c'est vrai. Oui, on peut se dire qu'un corps jeune, c'est plus beau, et je le pense, qu'un corps plus âgé. Mais est-ce qu'on a envie d'être que belle dans la vie ? Non, ça c'est sûr. Moi, pas. Alors tu sais qu'il y a aussi des femmes, j'en connais plein, qui s'en foutent complètement de leur métamorphose physique après 50. Moi, je les admire, je les envie. J'espère que... Après, voilà, moi, j'ai envie de m'accepter comme je suis, et en même temps, j'ai envie de me tenir un peu. Et c'est pas antinomique. Et alors, on parlait du petit écran tout à l'heure. Sur le grand écran aussi, on manque un peu de role models, quand même. Je sais pas si tu seras d'accord, mais par exemple, récemment, moi, j'étais très énervée parce que j'avais très envie d'aimer le western de Viggo Mortensen qui est sorti. Ouais. Il a 64 ans. L'actrice qui joue sa femme, Vicky Krieps, a 25 ans de moins que lui. Ça change pas non plus. Hein. C'est, ouais. Bon, ça changera peut-être un jour. C'est pas comme si... Comme si on n'avait pas des... Je sais pas, comme s'il n'y avait pas de filles qui avaient des choses à dire. Je sais pas. Enfin, moi... Après, Hollywood, c'est un autre problème. Enfin, c'est le même problème, bon, mais on voit la même chose c'est en leur France, problème. hein. Mais moi, je veux vraiment changer ce discours politique sur cette tranche d'âge, parce que c'est... On se prive de 9 millions de femmes. On s'en prive du récit, parce que dans le réel, on s'en prive pas. Hein. C'est un âge... pivot autour duquel tournent les plus anciens et les... On a un grand rôle à jouer dans la société. Mais immense. On joue un grand rôle dans la société. C'est pour ça que le récit, nos enfants, au boulot, il doit absolument être à la hauteur de ce qu'on est. Et alors, à mesure que j'avance avec ce podcast, je me rends compte qu'une fois la sidération passée, une fois qu'on l'a accepté, la ménopause, c'est aussi une rencontre avec soi. C'est ce que tu dis aussi. Moi, je trouve que c'est la crise d'adolescence avec un cerveau. C'est une espèce de gouache, d'énergie. En fait, quand on ne doit plus, on peut devenir soi-même. Et pour moi, la femme invisible, c'est cette femme que j'ai toujours été, que nous avons tout en nous. Et à cet âge-là, tout d'un coup, elle affleure à la surface, elle surgit. Et là, je suis plus la promesse de rien, puisque je n'ai plus mes règles, et je peux enfin devenir moi-même. Tout le monde a envie d'être ménopausé, non, quand je dis ça ? Toutes les meufs, non ? Les mecs aussi. On a quand même toutes envie de devenir ménopausé, ou pas ? C'est quand même extraordinaire de devenir soi-même. Ça t'a pas fait ça ? Si, bien sûr. Une fois que tu te débarrasses de toutes ces considérations-là, c'est extraordinaire. Tu es enfin prête à vivre pour toi et à c'est extraordinaire de devenir nous-mêmes. Ouais, moi, maintenant, avant, je faisais... avec le monde, maintenant c'est le monde qui fait avec moi. Et on sent bien que tu as ce tempérament-là optimiste, parce que tes enfants, tu le dis, ont presque quitté le nid, et tu dis que c'est une libération en fait. Mais ça, c'est l'exemple typique. Le nid vide, ça ne s'adresse qu'aux mères. Qui promet le syndrome du nid vide aux pères ? Ils n'ont pas aimé leurs enfants, eux ? Ils vont pas être désespérés ? C'est vrai qu'on en parle moins pour eux. Non, mais pas qu'on en parle moins pour eux, on n'en parle pas pour eux. Ouais, c'est vrai. C'est une fois de plus le récit négatif pour les femmes. Comme si j'avais passé ma vie à être mère de famille et à prendre à me réveiller le matin en attendant que mes enfants viennent m'embrasser pour me dire je t'aime. Non mais, allô les gars, j'étais au boulot. Non mais de quoi on parle ? Mais c'est complètement fou. Après je comprends, je dis pas que le nid vide ça n'existe pas. Il y a des tas de femmes qui ont par exemple vécu... au travers de leurs enfants, parce qu'elles en avaient envie, parce que c'est la mère en elles qui a rempli leur vie. Je le comprends très bien, quand ils s'en vont, ça doit être un peu... Surtout si tu te retrouves avec papa qui t'a rien à dire. Ouais, ça, c'est sûr que ça devient un peu compliqué, quoi. Sujet, ouais. Mais moi, j'ai aucun symptôme du nid vide. Moi, les 3 sont partis. Oui, quand le dernier va partir...
bien sûr que ça va me... Je vais me dire, parce que ce qu'il va emmener avec lui... Non, mais c'est pas parce que si le nid est vide, c'est parce qu'il va emmener avec lui le fait que c'est bon, j'ai été parent, et c'est terminé. Maintenant, je suis dans autre chose. Alors, bien sûr que je vais avoir une... Bien sûr que ça va bouger. Mais je suis pas assignée à la dépression jusqu'à la fin de mes jours, parce que mes enfants sont partis. Non, mais de quoi on parle? En fait, la vie ne s'arrête pas à 50 ans. On reste vivante. Tant qu'on est vivante, on est là. Donc c'est pas parce qu'on nous efface du récit que nous n'avons plus rien à vivre. On vit des tas de choses, et on vit des tas de choses d'énergie, de liberté comme jamais. De liberté comme jamais. Je ne connais pas une femme de 50 ans ou 60 ans qui a envie de revenir à 20 ou 30. Non, elles disent toutes qu'elles se sentent beaucoup mieux dans leur basket, ça c'est sûr. À part pour le physique. Ouais. Bien sûr qu'on est peut-être moins jolie. Mais on ne peut pas nous assigner à n'être que jolie. Tu fais d'ailleurs la colonne des plus et la colonne des moins. Ouais, ça c'est vieux truc. C'est un exercice qu'il est bien de faire. Tu l'as fait? Ouais, j'ai fait. C'est assez équilibré, je trouve. Toi, tu dis que t'as même plus que moi. C'est pas plus... en fait, moi, j'étais insomniaque avant la ménopause, puisque j'ai fait la matinale sur Canal, et que donc, je suis insomniaque depuis très longtemps. Donc, j'ai pas perdu le sommeil ou quoi aux caisses. Et en plus, moi, je déteste subir. J'ai aucun goût pour le malheur. Mais aucun goût pour le malheur. Donc, moi, tout ce qui m'arrive, je le prends. Je l'embrasse et je l'accepte, y compris quand c'est négatif. Donc moi, mes insomnies, j'en ai fait un paradis pour moi-même. J'ai ma vie et j'ai ma vie en off. C'est mes insomnies. C'est des petites bulles dans la insomnies. Nuit. Ouais. C'est à moi. Je suis ni la mère, ni la fille, ni la femme. C'est à moi. C'est extraordinaire. J'adore cette vie. Tu sais, c'est Avignon in et off. Moi, j'ai Maïtena in et off. Et j'ai mon Maïtena off. Bon, parce que je souffre pas non plus la journée de la... Tes bulles d'insomnie ? J'écoute des podcasts. je fais des Candy Crush. Je fais des trucs parfaits, des trucs complètement nuls. Je regarde des vidéos. Je fais rien. Je respire, mais j'adore ces moments-là. Donc moi, tous ces trucs-là, j'ai pas perdu mes cheveux. J'ai eu la baisse du moral, etc. Ouais, quand même. Mais en vrai, moi, je l'avais tous les mois avec mes règles. Moi, le coup de pompe, les migraines, gonfler, prendre 4 kilos, les reperdre. Moi, c'était avec mes règles. Donc moi, en fait, j'ai moins d'inconvénients à la ménopause que j'en avais pendant mes règles. Donc, c'est la première fois que je m'en rends compte en t'en parlant, là. C'est pour ça aussi que moi, ça m'a pas... Après, j'ai eu des sales moments, hein. Attention. Moi, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de négatif. Bien sûr qu'il y en a, du négatif. Et il y a des femmes pour qui c'est très difficile, ce passage-là, physiquement et psychologiquement. Ouais. Mais à toutes, je veux dire qu'il y a aussi du positif. Et c'est fou que ce positif ne soit pas raconté. Donc je répare ça, parce que le récit de nous-mêmes, faut pas le laisser aux autres et il faut le préempter. Donc c'est préempté, ça y est, c'est fait. Et ben voilà, faites des colonnes de plus et des colonnes de moins et vous verrez, peut-être vous serez surprise de ce que ça donnera. Merci beaucoup Maïtena. Oh, merci à toi, c'était un vrai plaisir. C'est chouette de parler des femmes. Hein. Ah ouais, c'est un vrai kiff. C'est chouette de parler de nous. C'est un vrai bonheur. Ouais, je suis d'accord. Alors, mesdames, allez découvrir Mesdames Productions. Mesdames Productions, c'est la boîte de prod. Allez découvrir mesdames.media. Vous tapez ça sur Internet, c'est une plateforme. Et puis, on a nos réseaux sociaux, bien entendu. Et encore à toi, Maïtena. Merci d'être passée par Belleville dans les studios de Binge Audio qui coproduisent Chaud Dedans. Merci à Lauren Bess à la production, Paul Berthiaud à la réalisation et aussi Lise Niederkorn, ma petite fée des réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.